Tiens Olive, je me suis trouvé une nouvelle petite table sympa là pour faire un bar dans l'atelier, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, ouais, j'aime bien la couleur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel apérouti. Bonjour. Alors, apérouti un petit peu spécial, vous vous rappelez, on a dû faire il y a quelques temps maintenant un épisode, enfin plutôt un épisode en deux parties qu'on a appelé le guide complet sur la Festool Domino. Et aujourd'hui, on vous propose un guide complet sur la scie sur table Bosch GTS 10 XC. C'est ça. Donc, modèle qu'on a tous les deux. Oui. En toute transparence, modèles qui nous ont été offerts par Bosch. Tout à fait. Bien sûr, cette vidéo n'a pas été commandée par eux et on est bien sûr libre de tout ce qu'on va dire aujourd'hui sur le sujet. Donc, on va vous faire une présentation complète de toute la scie. Alors bien sûr, tout ce qui est, on va dire, aspect technique, etc., puissance, on vous laissera aller voir ça sur le site du constructeur, ce sera très très bien fait. Et puis surtout, nous, on va vous donner un petit peu voilà, les différentes explications, les inconvénients et les avantages qu'on trouve à cette scie, parce que pour le coup, pour ma part, ça fait déjà quasiment plus d'un an que je l'ai. Et moi, ça fait 4-5 mois, je pense. 4-5 mois, voilà. Donc pour le coup, elles ont vraiment voilà, déjà bien servi. Donc on a déjà de quoi faire un bon retour d'expérience. C'est pas juste un déballage du carton comme peuvent faire certains. Et bien écoutez, sans plus tarder, on attaque. Donc aujourd'hui, quand on manip, on boit sans alcool, c'est ça? Exactement, c'est ça. À partir du moment où on touche les outils qui sont branchés, on est, je vais pas dire à l'eau, mais pour le coup, au jus de fruits. Au jus d'orange. Et c'est un vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vodka dedans, voilà, exactement. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous travaillez dans l'atelier, jamais boire avant, ni pendant. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais voilà, jamais pendant. Bon bah, à la vôtre, hein, à la tienne. Alors donc un petit point avant de vous parler de la scie, c'est de préciser que lorsqu'on utilise une scie sur table, on ne se positionne jamais derrière la lame pour éviter qu'en cas de ce qu'on appelle un kickback, donc c'est un phénomène où la pièce qui sort après la coupe est repoussée vers vous, vous vient dans le corps. Donc le but c'est de toujours être en décalage, soit d'un côté soit de l'autre, mais histoire de toujours laisser la zone de la lame en fait avec rien derrière. Alors, on va commencer par la présentation générale de la scie. Donc, cette scie est une scie normalement de chantier, donc on peut emmener en chantier, qui est transportable. Pour le coup, vous regarderez son poids, c'est très lourd et à mon avis en chantier, pour moi ça me paraît énorme. Je pense que si ceux qui connaissent la DeWalt, par exemple la DW745, c'est une scie qui doit faire à peu près cette largeur-là. Donc vous voyez déjà celle-ci qui est beaucoup plus large. Donc on se retrouve sur la table de base à quasiment 76 par... alors je prends juste la table ici, 76 par 58,5. Et cette table peut être ici, alors je vais Olive de ce côté-là. On a ici une petite manette qu'on relève et qui nous permet de venir étirer pour avoir au final une table à 106,5. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est finalement la distance par rapport à la lame de quasiment 74 cm. En fait, c'est plutôt 63 une fois qu'on met le guide. Voilà. D'ailleurs, on a le repère qui est ici. Juste là. Donc 63, 63,5, c'est le maximum de capacité pour scier à droite. Donc cette table, on a vu ici l'extension sur la droite. On a une extension ici devant qui nous sert, on va dire, entre guillemets, de table de sortie. Ça, c'est très pratique, hein, je dois dire. Alors, c'est très pratique si on fait du grand panneau. Moi, pour moi, c'est indispensable d'avoir derrière une vraie table de sortie. D'ailleurs, ma MFT est toujours mise derrière. Donc là, on est reculé à fond. Et pour le coup, on passe donc de 58,5 à quasiment 106,5. Donc 8 et 8, 16, ça double quasiment la profondeur, quoi. Donc ça c'est plutôt effectivement pas mal. C'est déjà incorporé le fait de gérer la sortie du tuyau et ici le trou devant. Donc voilà, ça c'est plutôt bien foutu sur cette partie-là. Alors, ensuite, au niveau de la scie, on a bien sûr au-dessus, hop, la lame qui est fournie avec son... donc là c'est pas la lame d'origine, j'y reviendrai juste après. Ici l'insert voilà, qui est comme ça métallique, on en reviendra pareil dessus un petit peu plus tard. On a ensuite le guide parallèle. Alors voilà, je vous ai parlé tout à l'heure, c'était une scie qui était faite pour le chantier. Et là pour le coup, vous allez voir, Bosch a très bien fait ça. C'est que tous les accessoires peuvent se mettre directement sur la scie. Donc c'est-à-dire que quand on va la transporter, donc vous voyez, il y a les deux poignées qui sont là. Normalement, je peux l'emmener. Vous voyez, j'arrive même pas à la lever là, avec le support en dessus. Mais après, j'ai du bois en dessous. Elle est lissée. Ouais.
Donc, vous avez tous vos accessoires avec. Donc en fait, pour préciser, donc la scie est livrée sans support, mais là, en plus, donc, il y a ce support rouge qui peut se replier par des petites poignées jaunes que l'on voit au milieu. Et qui est attaché par 4 Voilà. boulons. Là, pour sécuriser la scie, en fait, elle est fixée au support par 4 boulons. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu plus compliquée à lever. Donc la scie en elle-même fait quasiment 34 cm de haut. Et quand on a le support, on arrive à 91,5. Pour référence... Donc un peu plus que la MFT qui est à 90. Voilà, la MFT est un... C'est pas 91 ? Normalement c'est 90. 90, donc on est un poil plus haut. De toute façon, on le voit bien ici quand j'arrive. Donc, finalement, que la table de sortie soit plus basse, c'est très très bien. Il vaut mieux qu'elle soit plus basse que plus haute. Personnellement, en termes de travail, je trouve que cette hauteur est vraiment très agréable avec ce support-là. Alors encore une fois, ce support est fait également pour pouvoir être emmené sur vos chantiers. Donc vous avez ici une poignée jaune que vous appuyez de chaque côté qui vous permet de replier le support. Après, pour moi, on appelle ça une scie chantier, mais c'est peut-être tu mets en place ton chantier sur lequel tu vas rester 2-3 semaines, parce que c'est trop lourd, tu peux pas emmener ça tous les jours comme ça, et c'est trop encombrant. Donc pour le coup, pour un petit atelier comme ça ici, moi j'ai 18,5 mètres carrés, c'est vraiment voilà, le bon compromis, parce que je peux pas avoir une scie à format, je peux pas me le permettre. Mais par contre, donc voilà, on n'est pas non plus sur la petite scie sous table, on arrive sur quand même quelque chose de correct. Alors, on a dit donc les accessoires bien foutus. Donc ici, le guide parallèle qui vient se ranger directement. D'ailleurs, il laisse apparaître en dessous une petite clé VTR qui peut servir derrière pour la maintenance. Ce rail, on va venir le mettre ici. On en parlera encore une fois juste après. Alors Elif, tu peux venir me suivre par ici. Avec plaisir. On a maintenant, encore une fois, dans les accessoires mis sur place, un petit truc, voilà, super bien foutu pour mettre la cape de protection. Voilà. D'ailleurs, la cape de protection est plus souvent rangée sous la scie qu'en service sur la scie. On a le guide à onglet, pareil, qui est bien rangé. On a le poussoir qui est bien rangé, et vous verrez tout à l'heure pour moi qui reste rangé à cet endroit-là. Et on arrive en dessous au rangement qui nous permet de ranger derrière les lames si on a des lames d'avance. Donc moi pour le coup j'ai la lame d'origine qui est dedans. Et quand je dévisse, on va faire ça ensemble. Donc vous voyez, pour le transport, vous n'avez pas de danger que vos lames s'en aillent. Hop, on a les lames, plus la clé pour pouvoir changer les lames. Donc encore une fois, voilà, c'est vraiment, on a une scie bien complète qui nous permet de toujours avoir avec nous bien fait, tous les équipements et qui ne tombent pas tous les 30 secondes. Donc c'est vraiment très très bien fait. Donc ça c'est vraiment le gros point de cette scie. Pour le coup, si vous l'emmenez à gauche, à droite, et finalement même dans l'atelier, ça m'évite d'avoir des bouts de scie à gauche, à droite. J'ai toujours tout est dessus, j'ai pas à chercher. Et surtout, ça évite de devoir ranger ça ailleurs. Exactement. Donc voilà un petit peu pour la présentation générale. Donc voilà, bien foutu dans son ensemble avec tous les accessoires. Déjà tous les accessoires sont fournis. Ils viennent tous se fixer directement sous la scie, c'est pas un truc qui dépasse sur le côté. Donc quand on la transporte, on n'est pas embêté avec, ça tombe pas. Donc bien foutu. Et on a surtout voilà, cette extension à droite, cette extension devant, qui sont vraiment très intéressantes pour pouvoir couper un petit peu plus du panneau. Alors bien sûr, on va pas couper avec cette table. Enfin, ça peut se faire éventuellement, mais une planche complète de CP de 2,40 m par 1,20 m, c'est pas pratique. 2,40 m en longueur, tu peux, mais avec 60 de large, mais pas plus. Quoi. Moi, j'ai déjà passé des trucs de... c'est peut-être pas 2 mètres de long, parce que finalement, je suis limité souvent ici. Donc, j'ai dû déjà passer dessus du 160, 180 peut-être en longueur. Ouais, mais c'est en 1,22 par contre, il ne passe pas, c'est pas sécurisé. Ouais, et en largeur, j'ai jamais fait plus de 60. Là, il n'y a pas suffisamment de place ici pour tenir la planche. Dernier petit point là, pour la dernière présentation, après on rentrera en détail, tu peux venir par ici, c'est qu'on a ici pareil une petite poignée qui permet de jouer après avec le système coulissant. Encore une fois, on rentrera dans le détail après, et après on va dire quelque chose de plutôt classique pour la scie, démarrage et puis arrêt en mode coup de poing. Donc d'ailleurs qui peut s'arrêter avec le genou, et puis après réglage de montée et descente de la lame, et puis ici réglage de l'angle qui est plutôt bien foutu. En fait ça c'est la poignée qui vient verrouiller l'angle ici. Donc vous avez ici voilà, le symbole qui vous l'explique, avec derrière tout ça, donc c'est plutôt bien foutu. Il y a un point qu'on n'a pas parlé, qui va se trouver juste ici derrière d'ailleurs. Voilà, il y a encore des choses ici dans les accessoires, vous voyez c'est vraiment très bien foutu. Alors on a
ici un petit guide, mais je me sers jamais. Voilà, vous voyez, Oh là. il ne sert jamais. Voilà. Hop. Avec les 3 petites vis, en fait, Pour les ce petites guide-là pièces. sert pour les toutes petites pièces, pour se mettre, voilà, ce côté-là du guide. Donc en fait, il vient se visser via les orifices présents là, pour être plus sécurisant lorsqu'on coupe des pièces de petite taille. Donc ici de ce côté, on a aussi le raccord pour l'aspirateur. Pour l'aspiration, donc soit on est sur une aspi Classique type j'ai un doute, hein. 27 je crois. Ah non, regarde, ouais, donc je dois être en 27 interne. 27 à l'intérieur et puis quasiment du 34 en extérieur. Ça c'est des tuyaux type Festool. Et après, on a derrière un raccord pour être en. Ça doit être du 70 ou du 80. Non, pas autant. Ah non, 60. On est sur du 60 ici. Donc moi, pour le coup, il est toujours mis avec le raccord. Et derrière, ici, avec l'aspirateur. Donc ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que quand l'aspirateur est branché, bah, tout de suite, on vient rajouter quasiment allez, 20 cm derrière la scie, quoi. On ne peut pas vraiment la mettre contre un mur. Ouais. De toute façon, vous avez besoin de la sortie. Donc ce serait pas pertinent de la mettre par rapport à ça. Au niveau de la longueur du câble, c'est pas une longueur de dingue. Hein. Vous voyez là, jusqu'à l'aspirateur, j'ai peut-être 3,50 m. Non, Même pas. Même pas. Ouais, 2,50 m. Donc voilà. Mais il y en a assez. Vu que l'aspirateur est pas loin. Alors voilà pour la présentation générale. On va maintenant rentrer dans le détail de chacun des équipes. Donc là, on va faire un petit focus sur la partie lame. Donc là, on l'a levé au maximum pour vous montrer. Et on a enlevé aussi la serre qui vient par-dessus. Alors, plusieurs choses intéressantes là-dedans. Premièrement, le couteau diviseur qui est là. Couteau diviseur qui donc évite que le bois en sortie de lame se replie et fasse un phénomène de kickback. Couteau diviseur qui est un peu compliqué à régler par défaut. Donc la scie est livrée avec cette lame, donc c'est une 24 dents je dirais, je ne me souviens plus. Cette lame donc fait 2 mm et demi d'épaisseur. Le couteau lui fait 2,3 mm, à savoir qu'il est un peu plus large que l'intérieur, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, l'intérieur de la lame, je ne sais plus le nom que ça a. Par contre, c'est une lame que Mathieu et moi, on n'a pas gardée très longtemps. Elle est bien pour déligner, mais elle n'est pas très précise pour faire un travail de qualité. Donc finalement, on a préféré tous les deux une lame de marque CMT. Donc là, en revanche, on est passé sur une lame donc, de 2,5 mm à une lame qui fait 3,2 mm d'épaisseur, au niveau des dents, attention. Hein. Et par contre, le corps de la lame, lui, fait 2,2. Avec un alésage de 30, ça voilà, cette scie-là, c'est un alésage classique, standard. Classique. Donc le couteau diviseur est toujours compatible parce que il est un peu plus large que la lame en elle-même. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le changement de lame fait que ça la décale légèrement sur la droite, en fait, vu qu'elle est plus épaisse et qu'elle est serrée sur le côté gauche ici. Donc, qui dit changement de lame dit inévitablement réglage du couteau. Parce que si le couteau n'est pas bien aligné avec la lame, forcément ça va poser problème. Donc le couteau se règle avec l'ensemble de vis qui est ici. Les deux boulons ici pour le sortir complètement. Et ensuite cette petite vis là pour jouer sur son orientation. C'est un peu compliqué à régler parce qu'en fait quand on commence à en serrer une et un peu la deuxième, bah souvent le couteau a tendance à un peu se tordre, un peu vriller. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est serrer très légèrement une, serrer légèrement la deuxième et faire ça. Premier boulon, deuxième boulon, premier boulon, deuxième boulon, histoire de serrer doucement et que le guide reste bien parallèle à la lame. Et ensuite, on joue avec l'inclinaison ici si le couteau n'est pas dans l'axe. C'est un peu compliqué. Ouais, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est essayer, vous allez potentiellement sûrement acheter différentes lames pour la scie en fonction de ce que vous coupez. Essayez de vous débrouiller pour qu'elles aient à peu près tous la même largeur de dents. Ce sera le plus simple, c'est-à-dire que vous réglez une fois votre couteau et vous êtes tranquille. En fait, dans cet alésage-là, souvent les lames c'est du 3,2 mm d'épaisseur. Après, il y a des lames spécifiques, certaines pour le plaquage en 1,5 mm de large, c'est les plus fines qu'il existe pour ce genre de scie. Par contre, beaucoup moins grande, vu que la lame est plus fine, forcément elle est moins résistante, donc plus petite. J'ai aussi trouvé une lame en 2 mm de large, donc cette fois c'est dangereux, c'est que vu que la lame est plus petite que le couteau, il faut y aller avec méfiance. Il faut savoir ce qu'on fait. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cet axe-là, on ne peut bien sûr pas mettre ce que les Américains appellent les dedo stacks, ces espèces de lames qui permettent de faire plus large
de commander. Par contre, en revanche, vous pouvez mettre dessus, je ne sais plus si c'est une marque française ou pas, mais la lame qui s'appelle Ténor, qui est une lame qui fait 8 mm de large. Donc c'est celle qui est la seule qui peut être acceptée là-dessus par rapport à l'axe. Alors c'est une lame qui vaut une centaine d'euros, mais qui vous permet derrière, si vous voulez faire des assemblages à queue droite, ça peut être un bon compromis. À voir si le moteur après est assez puissant, parce que c'est pas une scie prévue pour ça aussi. Ouais. Donc à voir. Là on n'a pas testé quoi. Alors pendant qu'on est là, on profite pour montrer le réglage. Ici il y a une petite manette qui permet de bloquer la lame pour pouvoir la démonter. Et donc avec la clé qui est livrée avec la scie, ici on peut venir dévisser, forcément je ne vais pas le faire là, dévisser la lame pour la changer. Donc ça se fait plutôt très facilement. Et ensuite, une fois que la lame est changée, la poignée finalement va se déverrouiller toute seule à la rotation de la lame. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des écrous de toute façon auto-serrants par rapport au sens de la lame, donc il n'y a pas besoin non plus de forcer comme un bœuf au serrage. Non, c'est ça. Vous le serrez normalement et ça viendra se serrer naturellement. Le seul petit piège, c'est qu'il faut que l'alésage soit bien en face du contre-écroux qui est ici. C'est le seul point de vigilance, après sinon ça roule tout seul. Et c'est surtout que pour démonter la lame, il faut la relever au maximum en haut. Une fois je me suis dit, elle n'était pas remontée à fond, et du coup je fais, l'écrou il n'est pas très accessible. Donc voilà, il y a une espèce de demi-lune qui est faite dans le carter en plastique. Et en fait voilà, quand on lève la lame au maximum, là on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus facile pour pouvoir la régler. Après le piège que j'ai rencontré, moi, c'est de faire tomber l'écrou au fond. Ah oui, ça c'est bien la galère. Ce qui oblige à tout redémonter pour le remettre. Exact. Pour en finir sur le couteau, tiens, j'ai oublié, il est aussi réglable en hauteur. Bon, typiquement, on l'a souvent en position basse. Alors, quelque chose d'important, c'est que toi, Mathieu, je sais pas, mais moi, quand j'ai reçu la scie, la lame n'était pas parallèle à ce rail de guidage qui est là. Mais il y avait quand même, entre le début de la lame ici et la sortie ici, il y avait quasiment un demi, voire 1 mm. Ça, c'est le genre de mesure qui se fait au pied à coulisses digital. Ouais. Parce qu'en fait, c'est hyper important, vu qu'en fait... Alors, ce rail-là, pour moi, je l'ai pris en repère, à la fois pour régler la lame, et à la fois pour régler le guide parallèle. Ça, on en parlera un peu juste après. Donc, la technique pour régler la lame, c'est, en gros, on va prendre une dent en repère qu'on va venir marquer avec un crayon. Un crayon ici ? Un marqueur derrière. Donc on prend une dent qui est ici, qu'on vient marquer. On vient mesurer la distance entre cette dent-là, pardon, et le bord du rail ici. Donc ça se fait pas au mètre ruban, ça se fait avec le pied à coulisse. Une fois que la mesure est prise devant, on fait tourner la lame à la main pour faire en fait coïncider la dent qu'on a marquée avec la sortie ici. Et là, on reprend la mesure, ce qui permet de vérifier si la distance est la même devant que derrière. Pourquoi est-ce qu'on marque une dent? C'est pour s'affranchir des problèmes de lame qui ne seraient pas tout à fait rectilignes. Une fois que cette vérification est faite, il faut pouvoir régler la scie, la lame par rapport à ça. Et donc ça se fait par des vis qui sont placées devant et derrière. Donc ça, il faut voir le manuel. On va pas arriver à les filmer, elles sont vraiment par-dessous. C'est un réglage un peu galère à faire, c'est pas très accessible. Mais ça permet vraiment de régler la paralléléité avec l'encoche qui est là. Ouais, personnellement, moi j'ai fait aucun réglage là-dessus à ce niveau-là. C'est le premier réglage que j'ai fait, il y a eu un gros décalage et potentiellement ça peut être dangereux. Si la lame resserre vers la droite, ça peut être dangereux. On va en parler juste après. Donc là on va parler du guide parallèle, qui est un accessoire celui qui sert le plus dans la scie forcément. Donc alors il a un avantage ce guide par rapport aux scies sur table qu'on trouve souvent dans le commerce à bas prix, c'est qu'il sert donc autant par ce côté-là que par ce côté-là. Donc ce guide en fait il va servir à guider les pièces de bois forcément. C'est comme la lame, par défaut, il n'est pas forcément bien réglé départ usine. Donc là, le but, c'est que comme maintenant la lame est réglée par rapport à l'encoche qui est ici, il faut régler le guide par rapport toujours à cette même encoche. Donc pareil, ça se fait au pied à coulisse. Et là, il y a différentes vis de réglage, et le mode d'emploi en parle bien, pour régler le guide parallèle. À savoir, donc on parle de guide parallèle, idéalement, il faut qu'il soit pas forcément parallèle, justement. Pour éviter de bloquer des pièces de bois, donc quand on passe une pièce de bois lors de la coupe,
Et pour éviter tous ces phénomènes de kickback malgré le couteau, il ne faut pas que la pièce en sortie de lame soit serrée ici. À savoir que donc l'espacement qui est ici, donc quand on débite une planche grâce au guide parallèle, l'espace qu'on a en entrée ici ne doit jamais être, l'espace qu'on a en sortie ne doit jamais être inférieur à l'espace qu'on a en entrée. Parce que sinon, il se passe ce qu'on appelle donc un serrage ici, le bois va serrer sur la lame, et avec le principe de rotation, ça va faire lever le bois, et on a ce qu'on appelle un phénomène de kickback qui peut être super dangereux, on en parlera en fin d'émission. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le pire des cas, le guide parallèle doit être vraiment parallèle à la lame, et après, sinon, il doit être légèrement vers la droite, en gros, pour créer un espace de sortie pour le bois. Ça ne gêne pas dans le guidage, parce qu'en fait, quand on vient guider son morceau de bois, on le guide en fait jusqu'à l'entrée sur la lame. Une fois que le bois est rentré, ensuite, c'est la lame qui continue à le guider. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de vérifier quand vous recevez la scie, que le guide parallèle ne soit pas vers la gauche en train de serrer, mais plutôt légèrement vers la droite. Une autre habitude que j'ai pris aussi quand je le verrouille, donc il se verrouille par cette poignée ici, c'est en fait, je le verrouille jamais après l'avoir positionné de la gauche vers la droite. Parce qu'en poussant de la gauche vers la droite, il a tendance à rentrer légèrement. Alors quand on le serre, il se remet droit, mais pas tout à fait parallèle. Et en fait, le réflexe que j'ai pris, c'est que je le règle toujours de la droite vers la gauche. Là, au moins, en exagérant, finalement, il se positionne comme ça lors du déplacement. Et quand il est serré, je suis sûr qu'il est soit parallèle, soit un peu en sortie. Donc ce qui protège d'un phénomène de kickback. Alors lui, je n'ai pas eu à le régler, contrairement à la lame. Il était bon. Donc là, pour le régler, c'est facile. Il suffit de se positionner sur le rail ici, de le serrer. Ben là, tu vois, on voit bien qu'il est en sortie, tu vois. Attends, je vais revenir peut-être un peu plus près. Donc là, on voit bien qu'ici, on est à fleur. Et ici, il est légèrement vers la droite. Donc ça, c'est parfait. Ah, ça me fait plaisir de savoir que ma scie est réglée. Enfin non, la lame n'est pas forcément réglée, mais lui il est bien réglé. Alors ensuite, un autre point sur ce guide parallèle, c'est ici son œil de bœuf, peut-être il faut que tu viennes. Donc ici il y a un système d'œil de bœuf pour vérifier le réglage. Plutôt... on pourrait croire que c'est pas précis, mais en fait moi je le trouve plutôt super précis, finalement. C'est pour avoir fait des tests. Entre ce que je mesurais là et ce que je coupais vraiment, j'étais même pas au dixième de millimètre. Alors le truc c'est qu'on a changé la lame, donc ça veut dire que la lame est plus large vers la droite que la lame d'origine. Ce qui veut dire que le réglage du guide parallèle n'est plus bon. Donc quand vous changez la lame pour mettre une lame plus épaisse, et si vous vous servez de cet œil de bœuf pour faire vos mesures, donc quand la lame est changée, il faut finalement revenir faire ce réglage ici avec un petit tournevis pour décaler l'œil de bœuf pour tenir compte de la largeur de la nouvelle lame. Donc là typiquement, ce que j'ai fait, il y a sans doute d'autres méthodes, c'est que je me suis mis sur une mesure arbitraire, on va dire 14 cm. J'ai coupé une planche de bois, j'ai mesuré au pied au coulisses la taille de la planche de bois, et ensuite du coup je suis venu régler ici. Le défaut de ce truc là quand on le règle, c'est qu'en fait quand on vient visser, l'œil de bœuf il se tourne vers la droite. Donc en fait il faut arriver à le tenir par ici, je ne sais pas si on voit bien, tenir par là et arriver à visser doucement pour pas qu'il vienne s'incliner lors du serrage. Mais ça se fait. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez changé votre réglage, évitez de partir sur des lames de scie de tailles différentes parce que sinon à chaque fois il faut venir régler cet œil de bœuf. Perso, ça je l'utilise du coup quand je dois faire des mesures pas forcément ultra précises. Après, ce que je fais, c'est que j'utilise un mètre qui n'est pas traditionnel comme ça, mais avec un embout plat. Et je viens ici mesurer pour savoir. Donc là, par exemple, tu avais dit combien? Toi, tu étais à 14. Ouais. Et ben moi, je suis à 14, peut-être 14,01 ou 0,2 ici avec mon mètre. En même temps, quand tu as changé la lame, tu n'as pas réglé le truc? Je sais plus. Donc là, du coup, moi, je viens vraiment toujours me fixer ici avec mon mètre quand j'ai besoin d'une mesure ultra précise. Et là, pour le coup, avec ça, je m'en sors très bien. Donc, bien sûr, la mesure en entrée et non pas en sortie. Et ne pas oublier qu'on mesure l'intérieur là-dedans et non pas l'extérieur. Ouais, c'est ça peut être le truc con. Moi, je sais que je mesure jamais avec ça, je mesure toujours avec lui. Et franchement, j'ai été étonné du résultat. Au début, je pensais qu'il serait imprécis. Selon comment on regarde, si on regarde un peu de côté ou pas, on n'est pas forcément toujours sur la mesure. Mais finalement, ça se fait mieux que ce que je pensais. Donc plutôt bien surpris, agréablement surpris de ce guide parallèle. Alors donc ce guide parallèle permet d'aller jusqu'à 33 cm de ce côté-là.
un 33,5. Et là, on est sur la table traditionnelle. La table repliée. Et donc après, il y a une technique pour faire en sorte que la table soit extensible. Donc quand on veut couper une planche plus large que 33 cm, alors déjà, faut que tu ramènes ça un peu avant. On vient verrouiller le guide parallèle sur la position de 33 cm. On le fixe là. Et ensuite, avec la petite poignée rouge qui est ici, on vient déverrouiller la table. Et maintenant, la mesure se fait ici, avec ce petit marqueur rouge. Ouais, mais au final, c'est-à-dire c'est pas grave de viser avec ça. Si. Une fois que tu as mis sur 33 ici, tu sais que bah, là, en fait, autant au début, tu mesurais sur la règle du bas. Oui, d'accord. Maintenant, tu passes sur la règle du haut. Moi, comme je mesure jamais là-dessus, finalement, moi, je m'en fous. Alors, regarde, là, tu vois, là, je suis à 33. Ouais. Lui, il indique 33. Ouais, ok. Et donc là, maintenant, je peux mesurer avec lui jusqu'à 63,5. Bah, mais toi, t'as combien là, 63,5? Oui, mais sauf que tu avais une imprécision de mesure, toi. Ouais, mais on regarde à peu près. Je suis à 63, 5, 6 quoi. C'est normal, t'as pas rendu le truc après la dame. Alors, donc ça c'est plutôt pas mal. Le petit défaut qu'il y a, c'est qu'une fois que ça c'est réglé sur la mesure, quand on vient verrouiller, la mesure peut se fausser un peu le temps que la table se redresse. Donc en fait il faut faire attention, quand là on a sélectionné sa mesure, quand on la verrouille, il faut vérifier qu'on ne soit pas décalé. C'est une habitude à faire. Je profite de cette position-là pour montrer quelque chose d'intéressant. C'est que finalement, ça vient ici nous laisser un espace plutôt libre. Personnellement, j'ai pris l'habitude dernièrement d'avoir une planche qui vient comme ça. Alors, je vais peut-être pas ouvrir assez. Ici, qui me permet de repositionner un petit peu plus de place. Le problème... Personne s'en sert pour faire une défonceuse sous table. Exactement, d'avoir une défonceuse sous table. Le problème, c'est qu'ici... je ne sais pas si on le voit là, c'est que comme le rail passe là, ma planche ne peut pas dépasser. Si elle dépasse, après je peux plus bouger mon rail. Ouais. Donc du coup c'est un petit peu dommage que le rail vienne un peu trop bouffer par là. Et si on avait eu un petit effort, parce qu'à la limite, on peut me dire que cette planche là, je la rentre dedans, mais du coup comment je la rentre de l'autre côté, je ne sais pas, ça aurait été effectivement bien sympathique d'avoir un espèce de module, mais fait maison, hein, qu'on vient comme ça plugger avec effectivement juste la défonceuse qui sort là-dessus, et comme ça on aurait eu un guide parallèle vraiment nickel pour cette défonceuse qu'on aurait pu faire maison. Donc après on peut très bien se dire que on met le guide du coup de ce côté-là, donc on va faire, volontairement je bloque l'extension, donc là j'ai ma planche qui est faite, vous imaginez que j'ai mon routeur, mon défonceuse, mon affleureuse qui est en dessous, et j'ai ici mon guide qui me sert de gauche à droite pour arriver jusqu'ici. Avec potentiellement du coup une largeur minimum en fonction de ce que j'ai pris comme planche ici qui m'empêche d'avancer à cause de mon guide parallèle. Donc ça c'est peut-être le petit truc un petit peu dommage par rapport à ça, c'est que cette extension c'est canon, mais on aurait pu finalement y jouer quelque chose, et que quand on a cet espace vide au milieu, c'est pas très agréable. Donc voilà. Donc en entrée de lame, on a un petit rond jaune ici. En fait, son rôle, c'est de pouvoir repérer la taille des dents, histoire d'avoir un repère lorsqu'on positionne une planche, pour savoir exactement à quel endroit va se passer le trait de scie. Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'on vient aligner une règle, alors non pas sur le cœur de la lame, mais sur deux dents. Bon là, je le fais pour la vidéo, mais c'est pas forcément super précis. Et donc du coup, j'arrive à marquer le côté gauche, et ensuite le côté droit de la lame. Ce qui me permet du coup d'avoir la taille de ce qui va être mangé ici. Personnellement, je m'en suis pas servi. Pareil, vous voyez, moi la pastille est vierge, elle ne m'a pas servi. Pour moi, c'est plutôt du gadget. À la limite, je m'en sers plus pour me dire attention, tes mains ne doivent pas dépasser cette pastille. Ouais, aussi, ouais. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que l'insert est rouge. C'est peut-être pas juste la couleur Bosch, mais c'est aussi de se dire que attention, cette zone est dangereuse, ne battez pas les mains. Peut-être. Donc maintenant on va parler vite fait de la cape. Donc la cape de protection qui s'insère facilement ici, et qui, vous voyez ici, c'est un peu merdique à serrer. Donc D'où l'intérêt d'avoir le couteau qui peut se lever. Ouais, qui peut se lever. Après celle-là on peut la remonter. On vous conseille bien évidemment de garder cette cape de sécurité et de l'enlever à aucun moment. Maintenant, si vous voulez mon avis, le problème de cette cape c'est que, voilà, ouais, pourquoi ce truc-là n'est pas mis de l'autre côté? Bonne question.
Donc du coup ça m'empêche de faire des coupes très très fines. Alors en fait je pense que ça, finalement, Bosch te dirait, bah, c'est pas grave vu qu'il y Tu a mets le le système. petit raccord en dessous. Voilà, le Ouais. petit rapport en dessous. Ouais, Mais t'es le nez. dans les faits, quand on est en train de bricoler, Ouais, dans les faits, quand c'est on bien. passe d'une coupe large à une coupe étroite, on n'a pas Et, forcément le temps de... et moi, je sais pas si t'en as chuté là, c'est que quand je suis ici, en fait, je ne vois pas ce que je coupe. Et c'est moi, ça m'embête, ça me dérange. J'ai besoin de voir ce que je coupe. C'est vrai? J'ai besoin de voir à l'endroit où j'avais fait mon trait, ou... En même temps, quand tu coupes de l'OSB, tu t'en fous, ça va être dégueulasse Oui, pour que tu fasses. Donc pas besoin de Non, voir ce que tu mais fais. donc voilà, j'ai ça qui me dérange par rapport à ça, et en fonction de potentiellement du poussoir où je suis, bah, du coup à la fin je suis emmerdé avec encore une fois cette espèce de truc ici. Donc ça je suis d'accord, c'est pas super bien fichu. L'intérêt c'est vraiment d'avoir cette aspiration supplémentaire, et bien évidemment de protéger vos mains. Après, je considère que si vous faites attention... Bah, idéalement, il faut laisser toutes les protections. Après, ça, le couteau, c'est sûr, il ne faut pas l'enlever. Bien sûr. Ça, bon, enfin, par la force des choses, on peut s'en passer sans trop de soucis. L'idéal, c'est de pouvoir le conserver. Encore une fois, voilà, on ne peut pas, Voilà. on peut pas vous conseiller de l'enlever. Maintenant, dans la pratique, moi, 9 fois sur 10, ça m'emmerde et je l'enlève. Mais 9 sur 10, c'était gentil. Hein. c'est une mauvaise pratique, donc c'est pas bien. Et il y en a plein qui vont mettre dans les commentaires que c'est pas bien. Bah ouais, je sais bien, mais Ouais. voilà, c'est comme ça. Donc, déjà, une des règles de sécurité quand on va couper la scie sous table, c'est pas de relever à 10 km de haut la lame par rapport à ce qu'on Bah, coupe. ça dépend. Non, pour moi, non. Ça dépend. Donc j'ai tendance à la mettre quelques millimètres au-dessus. Et pour des cas particuliers comme le mélaminé, notamment, où je veux éviter les éclats, je fais l'équivalent d'une dent complète au-dessus. Mais le but, c'est toujours, moi je me dis, c'est que quand je mets par exemple vraiment 1 ou 2 mm qui passent, si jamais en passant comme ça, mon doigt vient effleurer, je viens Ouais, de m'entailler le doigt que pas grand chose. T'es pas censé... Bon, je suis d'accord avec toi. Après, c'est une discussion qu'on a eue pas plus tard qu'hier avec Sébastien Fouché de Seb Création Bois d'ailleurs, qui expliquait de manière plutôt, enfin via une petite vidéo, l'intérêt d'avoir la lame basse ou haute. Donc effectivement, la lame basse, ça permet d'avoir un état de surface qui est le mieux possible pour du mélaminé. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'en fait, l'effort de coupe, il est de l'arrière vers l'avant. Parce que la lame tourne comme ça. Donc il se fait dans ce sens-là. Par contre, quand on monte la lame, l'effort de coupe, plus on la monte, plus l'effort de coupe, il va plus être comme ça, parce qu'au niveau de la pénétration dans le bois, on est quasiment à la verticale. Donc là, finalement, la lame, quand elle rentre dans le bois, elle vient plaquer le bois sur la table. Et ça peut limiter, selon les utilisations, le phénomène de kickback. Parce qu'on n'est plus sur un mouvement Ah oui, qui te lève d'avant l'arrière, vers mais qui te l'arrière, plaque l'avant. là ça te plaque sur l'avant. Donc finalement, de lever la lame, alors ok certes c'est quelque chose de très dangereux, parce que tu as les mains un peu au milieu, Ah oui. mais si tu Bah, pas ça, sans cap, je le ferai jamais. bah, pour le coup. si tu as une planche large, par exemple si tu as une planche comme Oui, ça à oui, couper, ouais. tu le fais. Si tu es sur une planche de quelques centimètres, là oui, Ouais. c'est dangereux. Mais le gros avantage, et le kickback on en parlera après, moi ça m'est arrivé il n'y a pas plus tard qu'hier, le gros avantage c'est que là, la lame vient presser le bois plutôt que de le faire en sorte qu'il puisse repartir en arrière. Donc la position haute comme ça, selon l'utilisation, c'est pas si déconnant que ça. Voilà pour la cape, je vais passer rapidement au poussoir. Il y a un poussoir qui est fourni avec, que je n'utilise jamais. Je vous invite d'ailleurs de voir la paire outils sur les protections sécurité où on en parle. Et vous voyez, je n'aime pas. Alors plusieurs raisons à ça, c'est que déjà cet aspect-là ici est déjà souvent plus épais que ce que je veux faire comme bois. Là par exemple ici, on voit que c'est plus haut que mon OSB de 18. Donc c'est un petit peu con quand je veux pousser finalement, j'arrive pas à plaquer mon bois. Et pour moi, un poussoir tout seul comme ça ne sert pas. Parce que je vais pousser mon bois en avant, mais vous voyez là, naturellement, déjà j'ai fait le mauvais truc, c'est qu'en le poussant de ce côté-là, ma pièce, vous avez vu, elle est venue se mettre en côté. Moi ce que je veux, c'est qu'elle reste plaquée contre mon guide parallèle. Donc il faut plutôt le prendre, vous voyez là la différence, en le prenant le plus possible près de la lame, on vient naturellement plaquer le bois, alors que si je viens le prendre de ce côté-là, naturellement ça vient s'écarter. Donc quand vous utilisez votre poussoir, c'est toujours le plus de ce côté-là. Donc soit de cette manière-là qui vient vraiment le plaquer, ou éventuellement ici après avec un deuxième poussoir sur le côté. Perso, je ne suis pas fan de ça, donc je vais plutôt utiliser directement moi ce type de poussoir ici qui me permettent de bien avancer. Parce que naturellement la main ici elle est légèrement de côté. De toute façon voilà, quand vous avancez, alors si vous avancez après avec la main, si vous êtes très très loin, il n'y a pas de souci, votre planche, il faut et avancer vers l'avant et avancer
en même temps en travers pour plaquer le rail. D'ailleurs, certains poussoirs que font notamment Microgic sont très bien foutus puisque les poignées sont naturellement de côté. Donc en poussant vers l'avant, bah, naturellement je vais venir comme ça pousser près de mon rail. Alors il faut pousser sur le rail, mais il ne faut pas non plus forcer sur le rail. Hein. Ça doit être vraiment un mouvement naturel. C'est juste du guidage. Voilà, exactement. Donc ça, ce type de poussoir là, comme ça c'est vraiment canon. Vous avez les petits accessoires ici à l'arrière qui viennent prendre votre planche derrière. Et ça, avec ça, vous avez vraiment une super prise. Vous êtes vraiment tout en sécurité avec ce genre de poussoir là. Donc perso, voilà, ce type de poussoir, mais donc c'est pas lié au Bosch, c'est vraiment lié au modèle en question. Je n'aime pas ce modèle-là long comme ça. Je préfère vraiment, si j'ai des coupes ultra fines à faire, on va dire inférieures à 2 cm, je vais les faire avec ça. Sinon, je vais utiliser plutôt le poussoir, quoi. Alors, sur la partie guide angulaire, donc on a un guide, allez, on va dire plutôt classique, donc qui vient se coulisser là-dedans. Donc ce guide permet ici, avec une petite poignée qu'on vient dévisser, si je dis pas de bêtises, pouvoir comme ça, avec des angles prédéfinis, hein, avec des butées qu'on peut venir régler naturellement. Donc en fait, vous avez ici un petit système qui vient se relever pour venir faire la butée ici à 90, qui vient ici, par exemple, pour la butée à 30 degrés, et ainsi de suite. Donc là, ça va permettre de nous venir comme ça, couper et avancer. Donc, si je prends... ça, en termes de précision, je pense qu'il faut vérifier. Hein. Voilà, donc ça, effectivement, ces angles-là... Quand on voit que c'est une pièce de plastique, oui. Quand on voit l'épaisseur des traits ici pour les angles, et quand on voit la finesse de ce truc-là, ça se règle au départ. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à la régler. Donc ça permet ici de bien avancer comme ça directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais me remettre pour le coup sur une position à 90 classique. Quand on veut faire des coupes ici, en utilisant ce guide-là et en avançant, il faut pas faire ça. Parce que quand je vais faire ça, quand je vais avancer, à un moment, mon bois va rester coincé entre les deux et va ici potentiellement, encore une fois, faire le fameux phénomène de kickback. Donc ce qui vaut mieux, c'est plutôt réaliser ici. Alors, je vais le mettre devant. Et comme ce qu'il faut regarder, c'est... Je vais plutôt faire l'inverse. On imagine que je veux couper ces pièces-là. Donc voilà, je viens me mettre ici ma petite butée. Et là, vous allez voir, voilà, je vais vouloir faire ma taille. Donc je vais bien sûr régler mon guide parallèle par rapport à ce que je veux couper. Et donc là, ici, je viens me mettre en butée. Je vais avancer. Et ce qu'on va voir ici, c'est qu'en fait, au moment où je vais attaquer mon bois, je n'ai plus rien qui me bloque contre mon guide. C'est-à-dire que quand je vais avancer couper, mon bois va partir sur le côté ici tranquillement. Et il n'y a aucun danger comme ça qui reste bloqué entre la lame et le guide parallèle, et que derrière il parte et qu'il soit relevé, qu'il me soit envoyé la tête. Donc dès que vous utilisez ce guide comme ça ici, c'est très important de toujours se faire une petite butée ici en amont, et surtout que quand on va commencer à attaquer la lame, on ne doit plus être en contact ici de la butée. Ça c'est vraiment voilà, super important de faire ça. Ou alors, dans une de mes vidéos, vous avez dû voir éventuellement, c'est qu'on a la possibilité de faire, d'utiliser et d'être contre le guide parallèle. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un poussoir. Peut-être plus quelque chose comme ça, vu la pièce que j'ai ici. C'est-à-dire que quand je vais avancer, que je vais être coupé et que ma pièce sera complètement coupée, je vais pouvoir avancer avec mon poussoir contre mon guide parallèle et éviter le fait que ma pièce soit ramenée de ce côté-là. Donc voilà pour le guide ici. Personnellement, je ne m'en sers quasiment jamais. Pourquoi? Parce que j'ai une scie à ongler derrière. Donc pour moi, bah, tout ce qui est angle comme ça là-dessus sont coupés directement là. J'en ai vraiment très peu l'intérêt. Mais encore une fois, comme c'est un modèle pour le chantier, c'est un peu l'appareil qui fait un peu tout. Ça permet de vraiment dépanner, c'est ouais. pas mal. Maintenant, cette scie, on va dire comparée à ses concurrents, parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça, on va dire simule l'équivalent des espèces de chariots qu'on peut retrouver sur les scies à format. Ce qu'on appelle des chariots ras de lame. Voilà, donc on va libérer une poignée ici. Ici, une petite poignée ici. Juste là, on l'a vu tout à l'heure. Hein, verrouiller, et qui me permet de libérer derrière ce chariot, alors qui coulisse plus ou moins bien. Quand on utilise ce chariot, on va bien sûr toujours utiliser ce guide à onglet, mais on va venir ici avec une petite vis, venir le serrer. Donc on a vu tout à l'heure, hein, moi j'ai soit normalement mon chariot qui est fixe et puis c'est mon guide qui avance au fur et à mesure, mais on va dire qu'on n'est pas forcément très précis parce que
Vous voyez qu'il y a un petit peu de jeu quand même là-dedans dans le chariot. Si je viens fixer ça ici, bah déjà, j'ai beaucoup moins de jeu. Et cette fois-ci, bah, c'est mon chariot complet qui va avancer. Donc là, encore une fois, je me retrouve avec ma pièce. Et puis, je vais avancer directement contre ma lame. Donc finalement, l'un ou l'autre, la seule différence pour moi, c'est qu'en utilisant ce système-là, on a toutes ces petites vis qui permettent de mieux régler et d'éviter, parce que regardez, naturellement, moi je ne l'ai jamais réglé, on a... Donc ça fait partie des, voilà, on a un peu de jeu, des défauts. C'est qu'en gros, on reverrouille le chariot pour l'instant. Hop. Et déverrouille ça, s'il te plaît. Donc là le guide anglais n'est pas verrouillé. On voit bien qu'il y a un jeu monstrueux au niveau. Donc là, clairement, en niveau de précision, il n'y a rien du tout. On n'est vraiment pas bon. Donc même, alors lui, une fois qu'on le verrouille, ici avec la petite poignée, cette fois par contre, on est sur le jeu du chariot. Et là, le chariot, viens regarder ici, on voit bien. Hein. Voilà le jeu qu'il y a dans le chariot. Alors il y a une vidéo d'un Allemand qui a réglé le problème en démontant toute cette partie-là. Et finalement, au niveau des coulisses, il a rajouté quelques couches de vernis très fines pour, entre guillemets, épaissir les coulisses et faire en sorte qu'il n'y ait plus de jeu. Je ne sais pas si le vernis va être durable avec les frottements, mais globalement, ça, en termes d'imprécision, moi je trouve ça monstrueux, quoi. Donc ça, je sais pas toi, mais je m'en sers jamais. Moi, je m'en sers pas, comme j'ai la scie anglais derrière, j'ai peu d'intérêt à me servir du chariot à la main. Ça, c'est pour moi un gros défaut. Alors, ce qui était rigolo, c'est que quand on était, donc pour information, on était aux journées à Berlin et Mathieu chez Bosch Professionnel. Journées pendant lesquelles ils ont montré la nouvelle scie avec le système de retrait d'âme, enfin bref, peu importe. Et clairement, tout de suite, je suis allé voir l'ingénieur et on lui a parlé du jeu. Il n'était pas surpris de découvrir qu'il y avait du jeu dans la scie. Et donc c'est un problème dont pour moi, ils sont au courant et qui, j'espère, sera résolu sur les prochains modèles. D'ailleurs, celle qui est l'équivalent, on va dire, de la sauce pop, c'est avec la lame qui se rétracte, n'a pas de chariot coulissant. Il y a un autre, moi, je trouve, inconvénient dans ces trucs-là, c'est que, vous voyez ici, le petit rail là, ouais. Et ben, c'est pas du tout le même que celui qui est là. Ni la profondeur, ni la largeur. C'est ça. Donc du coup, quand on veut faire des espèces de petits guides maison, on ne peut du coup ne les utiliser que d'un côté. Donc moi, par exemple, j'ai fait un box jumping, comme disent les Américains. Par contre, si tu peux... Ah, les Américains, c'est un clin d'œil pour Renault. Un petit clin d'œil pour Renault Power, hein, qui nous regarde. Bah oui, les Américains. Donc on va dire un gabarit pour faire des assemblages à queue droite, qui du coup vient se plugger ici, moi dans le rail, et me permet comme ça d'avancer avec mes coupes. Donc ça vous regarderez, je vous le mettrai là-haut. Il y a une belle précision là aussi. Ouais, mais pour ce qu'on fait ça suffit. Et du coup voilà, il permet d'avancer là-dessus, donc ça permet, voilà, ces trous-là, de se faire tous ces petits rails. Encore un problème, c'est que finalement, ces rails-là ne sont pas du tout... ne sont pas faits pour les accessoires américains. Donc par exemple, featherboard, donc ça c'est les trucs qu'on voit pareil chez les Américains, donc des espèces de peignes qui évitent derrière que la pièce recule. Derrière c'est fourni avec des trucs qui doivent faire l'équivalent de 1 inch, je crois. Et ben ça rentre pas dedans. Non, en gros c'est pas les mêmes standards tout simplement. Donc on n'est pas... Ouais, mais c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un standard comme ça. Même sur les tables françaises, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui est pareil. Parce que là en gros on est à peu près à... On est sur du 17 mm de large. Alors que vous voyez sur celle-ci, on est plutôt sur du 15,5. Et là... On est à 12 là. Là en profondeur on est 12, ouais c'est ça. Et là c'est à 8 des brouettes je crois. 7. Voilà. Donc ça, quand on veut faire un chariot qui se base sur les deux rails, bah, ça oblige à adapter le guidage. Ouais, ça c'est un défaut aussi je trouve de la scie. Donc si vous êtes sur un chantier, bah, ça c'est très bien, ça vous évite d'avoir la scie anglais à côté. Si vous êtes dans votre atelier et que vous avez derrière votre banc de coupe, franchement, mais ça encore une fois, on vous l'a dit dans l'apéroutis sur les scies, vous pouvez regarder, on a un apéroutis comme ça en plusieurs parties, où finalement on se dit voilà quelles sont les scies importantes à avoir dans l'atelier. Pour moi je considère que si on a la scie sur table,
avec ce type d'accessoires ou éventuellement les espèces de traîneaux, on arrive à se passer de la scie à onglet. Quand on a la scie à onglet, bah, finalement il y a une partie de la scie sous table qu'on ne se sert pas. Donc les deux sont vraiment un bon complément, et c'est que souvent, quand on fait des coupes ici, on a besoin de refaire une coupe à côté sans casser son réglage par rapport au guide parallèle. Donc en termes de production, alors ça fera peut-être rire chez certains parce qu'on n'est pas pro, mais on est quand même, voilà, on permet de pas perdre du temps justement d'avoir ces deux machines-là à côté. Et finalement, moi cette table-là me sert vraiment pour toutes les coupes longitudinales. Et l'intérêt finalement d'une telle scie, alors on s'éloigne un peu du sujet parce que le sujet normalement c'est la boche, mais de se dire que par rapport à une scie circulaire avec son rail, c'est qu'on arrive à faire des coupes répétitives de précision sur une épaisseur surtout, de sur une largeur beaucoup plus rapidement. Et beaucoup plus rapidement. Ça c'est le jour et la nuit, faut dire ce Voilà. qu'il y a. On parle vite fait de l'aspiration peut-être. Alors sur l'aspiration, il faut que je reprenne mon tournevis ici. Donc là, encore une fois, on vous invite à voir la Peruti sur la maintenance des outils, où on en parle. Globalement, ça s'encrasse un petit peu à l'intérieur. Ce qui a tendance en fait à tomber, c'est que quand on regarde ici ce guide-là, il y a vachement de jeu sur les côtés. Hein. C'est pas un insert zéro clearance. Donc du coup, des fois, quand on fait une fine coupe de bois, ça vient hop, est avalé dedans. Et puis ça, on vient le retrouver finalement au fond de ce carter en plastique, et des fois directement quand on avale le tuyau, on a ici les pièces qui peuvent s'enlever. Donc régulièrement il faut venir comme ça enlever les morceaux de bois qui ont coulissé dedans. Finalement moi à chaque nettoyage de lame je viens nettoyer l'intérieur, et puis on va dire que peut-être une ou deux fois entre deux je suis coupé par mon aspirateur qui bip parce que c'est un classe M. Je vous invite à voir la Peruti sur les aspirateurs, qui me dit que c'est bouché, et du coup je viens voir à l'intérieur et vois qu'il y a du bois qui est bloqué sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette scie, alors je sais pas, tiens, viens voir un petit peu ici, on a toute une grille plastique qui se démonte par le dessous pour pouvoir venir accéder quand même à la lame, etc. Mais du coup, toute la poussière tombe, là on le voit, de toute façon du coup c'est jamais aspiré à l'intérieur, et moi en dessous, ça tombe directement, c'est dégueu. Non. Ça m'est arrivé une En gros, on perd fois... l'aspiration surtout qu'on met pas la cape, donc du coup ça n'aspire pas de manière optimale. Oui, mais en même temps, si tu as la cape, ça veut dire qu'il faut que tu aies deux entrées d'aspiration. Parce qu'on a vu que la cape... hop, on a du coup une aspiration qui va être ici, sur un diamètre... Parce que là, je pense que c'est le même, je pense. 27 comme ça. 30, donc ça rentre là-dedans. Oula, non, ça rentre pas. Non, ça rentre pas. C'est pour ça, c'est un truc un peu bâtard, ça. Parce que tu vois, le bosch ne rentre pas dedans. Ah ah! Je crois que ça doit être à peu près le même. Oui, c'est le même. Ouais, le Festool ne rentre pas non plus là-dedans. On est sur du 31 intérieur et du 36 extérieur. Mais du coup, c'est un truc un peu bâtard, parce que finalement, même la spi Bosch avec l'embout de base, on n'arrive pas à le connecter dessus. Donc globalement, on voit au reste ici que l'aspiration est perfectible. Après, ça reste tout à fait acceptable. Mais surtout, en fait, le fait de couper sans cap, on se prend pas mal de poussière sur soi, en fait, quand on coupe. Ouais, par contre, vous n'utilisez jamais ça, on va dire, je sais pas, vous faites des travaux chez un particulier, vous emmenez pas ça comme si, laisse tomber, il y en a partout. Moi, quand j'arrive là, c'est pour le coup, j'ai fait un coup de nettoyage avant la Peruti, mais sinon, tout est vraiment dégueu, j'en ai vraiment partout tout autour, et ça renvoie quand même... Vraiment, enfin, c'est vraiment c'est devant, c'est là où on se prend tout, avec la coupe, c'est là que ça envoie. Donc pareil, protection, lunettes obligatoires. Et puis masque, ouais. Encore une fois, Peruti sur la sécurité, masque à cartouche pour 30. Donc je vais vous parler de comment je suis arrivé à casser cet insert, qui est quand même en aluminium. Et du coup, quelles sont les précautions à prendre quand on est sur une scie, ou même quand on n'est pas en présence d'une coupe où le kickback peut se déclencher, ou potentiellement ça peut quand même arriver. Je vous explique. Donc je devais couper ce qui était, alors ça c'est pour la simulation, des plaques en polyéthylène. Polyéthylène, c'est un plastique qui a la particularité de pas forcément se casser, il va plutôt se tordre. Ce qui est important pour la suite de l'aventure. Donc je devais couper, mettre en fait en rectangle des plaques qui étaient de forme un peu bizarre. Donc j'ai utilisé le chariot pour arriver à mettre
un côté bien droit. Ce qui s'est passé, donc alors, j'étais pas en position de kickback dans le sens où rien ne bloquait la lame. Le guide parallèle était loin, donc il n'y avait rien qui pouvait enserrer, ni à droite ni à gauche. Donc je suis arrivé à couper ici. Donc je coupais sur une petite taille. Finalement, j'ai coupé sur une largeur qui était inférieure à l'espace disponible qui existe entre la lame et l'insert ici. Et en coupant, le morceau de polyéthylène qui s'est coupé est rentré dans le puits de la lame, s'est tordu. Vous imaginez ce bout-là? C'est ça, exactement. Donc il était un peu plus large que ça. Ce bout est rentré ici. Un bois se serait cassé. Le polyéthylène, lui, s'est tordu à l'intérieur. Et donc du coup, il est venu appuyer sur la lame. En appuyant sur la lame, il a déporté, en exagérant ici, et donc une dent a commencé à mordre dans le côté gauche de l'insert. Ce qu'on voit bien là, donc là je suis dans ce sens-là, si je le retourne, donc ma lame est de ce côté-là, et on voit en fait que la lame a mordu tout ici. Et donc globalement, ça a donné quoi? C'est que finalement ça a été, on va dire, un phénomène de kickback, c'est que la lame a attaqué de la matière par derrière. Mais là, c'est pas le morceau qui est parti, c'est ton insert. C'est pas le morceau, c'est l'insert qui est parti. Et en fait, l'insert, je l'ai retrouvé 5 mètres derrière moi, tanké dans la porte de garage. Donc typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais pas Et alors, il s'est cassé, hein, il s'est cassé vraiment net, quoi. Descends un peu plus bas. Donc en gros, j'étais pas dans une situation où le kickback pouvait arriver, mais la matière que je coupais n'a pas réagi comme du bois, donc ça a poussé la lame. Alors pour qu'il morde là, ça veut dire que la lame a été sacrément tordue. Donc ça, c'est peut-être, je sais pas si c'est un souci ou pas, mais on voit que la lame finalement, elle est souple. Donc ça milite aussi pour dire que quand on coupe, il ne faut pas mettre de force sur la lame. Il faut vraiment faire en sorte de couper dans son plan, mais pas mettre de force ni d'un côté ni de l'autre. Pas mettre de force, ça veut dire avoir une lame adaptée à ce que vous coupez, donc une lame de dévie si vous coupez voilà, du gros chêne brut, ou alors une lame qui va bien pour couper voilà, des petits matériaux, et après surtout une lame propre. C'est ça. Et bien affûtée. Donc là, on voit quand même qu'on a mordu à peu près 2 mm à l'intérieur de l'insert. Donc ça veut dire que la lame s'est déportée d'au moins 3-4 mm sur le côté. C'est un truc de malade en fait. Et donc l'insert s'est pété, et en fait l'insert est passé là, tout simplement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc ça on a oublié d'en parler en début de vidéo, mais c'est super important, c'est que quand on se sert de la scie sur table, il ne faut jamais que le corps soit positionné en face de la lame, parce que n'importe quelle pièce qui part tirer, vous la prenez dans le ventre. Donc en gros, quand on coupe... ou plus bas, dans le ventre, ça m'est déjà arrivé. Enfin moi ce que je fais, c'est peut-être pas la bonne méthode, mais en tout cas c'est la mienne. Quand je coupe une pièce en m'appuyant sur le guide parallèle, je suis toujours à droite. Comme ça, j'ai même pas un bras qui dépasse. Et je suis ici, comme ça s'il y a un souci, ça part là-bas. Et là, quand je coupais à gauche de la lame, j'étais vraiment à gauche de la lame, j'étais situé ici. Ça fait qu'en fait, ça n'a pas dû passer loin, mais quelque part, l'insert est parti et je m'en suis tiré. Mais par contre, si je me le prenais dans la tête ou dans le ventre, c'est clair que je finissais à l'hôpital. Donc tout ça pour dire que même quand on est dans une situation où il n'y a pas forcément de risque qui semble exister, il faut quand même toujours se méfier. Ce sont des appareils qui tournent à plusieurs milliers de tours par minute. Je crois que c'est 3000, il me semble. J'ai un petit doute à vérifier. Donc voilà, pour que ça arrive à enlever l'insert qui est fixé ici et fixé là, ça veut dire que ça a mis une force énorme. Alors c'est marrant, c'est que du coup, en regardant après sur le mien, on s'est rendu compte que... Alors moi c'est essentiellement devant, je sais pas si on le verra bien. Ici, on voit que la lame est venue mordre ici à certains endroits, là on voit le métal. Donc ça, potentiellement, tu as échappé aussi à donc ça veut dire que, voilà, moi. Ça encore une fois, c'est qu'à un moment, c'est quoi? C'est que j'ai dû forcer sur une coupe et que la lame est venue et derrière bouffer un petit peu cette partie-là. Alors, est-ce que le phénomène ne se serait pas passé s'il y avait eu un insert zéro clearance, ce qu'on appelle, à savoir un insert qui vient vraiment à ras de lame des deux côtés? Comme on peut avoir par exemple ici sur la scie à onglet, voilà. C'est vraiment l'insert qui correspond pile à la largeur de la lame. Donc là, si tu reviens, si l'insert avait vraiment fait la taille de la lame, la pièce en plastique n'aurait pas pu rentrer à l'intérieur. Donc ça n'aurait pas dévié la lame.
donc ça pourrait potentiellement être une upgrade à faire sur la scie, pour la sécuriser. Ouais. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous savez que vous avez des coupes très fines à faire, c'est d'abord de faire rentrer une planche, on va dire du coup une grande planche que vous gardez après fixée sur votre plateau et qui vous fait un insert zéro temporaire entre guillemets. Sauf que là, je ne pouvais plus utiliser le chariot. Oui, toi du coup tu peux plus utiliser le chariot. Mais si, parce que tu peux le faire sur cette partie-là. Ah, mais après, non, toi, t'as ça peut faire en hauteur. Ouais. Donc là, je pouvais pas. J'avais pas le choix. Alors après, l'avantage d'un insert zéro clearance, c'est qu'il n'y a pas d'espace libre autour de la lame, donc ça évite le phénomène de pièces qui plongent dans le puits. L'inconvénient, c'est que l'insert, en fait, il n'est pas forcément fixé comme celui-là, il est juste posé à l'intérieur. Donc ce qui veut dire que si la lame venait à dévier un peu et qu'en tournant l'arrière d'une dent vienne attraper l'insert, ben là, il décolle aussi tout seul. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais l'insert, ça se règle, il y a 4 vis. Le but du jeu, c'est qu'il soit au niveau de la table, voire un petit peu plus en sortie, parce qu'on ne voudrait pas rester coincé, nous, à l'intérieur. Donc vous voyez ici, moi, je suis un petit peu plus usé de ce côté-là, parce qu'il doit être peut-être même un poil plus haut, et on voit que le bois frotte à chaque fois dessus. Mais bon, vaut mieux ça qu'il vienne se bloquer à l'intérieur. Alors, on vous a montré une présentation complète de la machine. On fera peut-être une petite démo rapide, allez, pour voir le bruit. On vous a dit, en tout cas, on va dire globalement les avantages et inconvénients de chacune de ces parties au fur et à mesure de la présentation qu'on vient vous faire. Donc juste un petit bilan. Pour moi, la scie me convient très très bien dans l'atelier, de par sa taille qui finalement est assez grande pour une espèce de scie sur table de chantier. Donc pour le coup c'est très agréable. Le côté tous les accessoires qui se rangent bien partout et qui sont pas, on n'est pas en galère avec, ça pareil, je suis très content. Bon, le petit moins, on a dit, c'est vraiment cette histoire du rail coulissant avec le guide anglais et le jeu et les différentes rainures. Sinon, tout ce qui est guide parallèle, moi je le trouve vraiment bien. J'avais une autre scie avant qui était complètement merdique à régler. Là ici, quand on verrouille, le guide ne bouge vraiment plus. Donc ça c'est vraiment, c'est quand même le truc principal sur une scie d'avoir un guide parallèle cohérent. Donc ça c'est vraiment top. La lame de base est pour moi à chier. Et donc... C'est une lame de débit quoi. C'est peut-être pour la charpente. Ouais. Mais et du coup, si vous voulez couper derrière des trucs propres ou après tout ce qui est... c'est pas déconnant par rapport à l'utilisation de la scie en fait. Ouais, mais pour moi, tu fais pas de la charpente avec ce genre de scie. Ou du débit, ça se fait pas avec ce type de scie. Du débit, ça se fait pour moi soit... Sur chantier, hein. Ouais. À la base, c'est pas une scie à format, c'est pas du stationnaire. C'est sûr, si c'est pour couper tes planches pour faire un caisson de béton, ça suffit, mais je pense pas que tu utilises ça comme scie pour ça. Donc bon, si vous voulez en tout cas une finition plutôt cohérente, prévoyez tout de suite de changer la lame, ça coûte pas non plus un bras, on est sur 30-40 euros. Ouais, peut-être le prix de la scie, je crois qu'on est quasiment à 1000 euros prix public hors support, donc c'est quand même dans les plus élevés du marché. Bon, après, elle a cette fameuse caractéristique de ce rail coulissant, même si on n'est pas très satisfait, qu'on ne retrouve pas sur d'autres modèles, si je dis pas de bêtises. Mais bon, après c'est quand même, on voit que c'est du Bosch, c'est fidèle à sa réputation, c'est plutôt bien construit, plutôt bien solide. J'ai pas eu de pièces qui sont cassées là depuis que je l'ai, ni quoi que ce soit, bon toi par ton insert, mais sinon la table, moi ça fait 1 an et demi, bon j'ai quelques rayures, bon elle vieillit quand même plutôt bien. Ouais. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais dessus petite finition de cire pour avoir une glisse nickel et puis la protéger dans le temps, donc je l'ai pas fait tout de suite, donc effectivement elle a quelques taches dessus, mais voilà, globalement une très bonne scie. Donc si vous voulez acheter ça, que vous avez le budget, allez-y. Si vous avez moins de budget, je pense qu'il y a d'autres scies plus abordables. Après, elles seront effectivement moins larges pour l'atelier, ce sera moins évident. Là, le côté avec ses rallonges, moi je trouve ça hyper pratique. Finalement, elle est quasiment en permanence sortie. Ouais. Mais en même temps, 63 cm, c'est pas non plus énorme selon ce que tu fais. C'est pas non plus énorme, mais de toute façon, après, quand on est sur des trop grosses pièces, tu le fais plus avec ça. Tu le fais à la main ou. Disons qu'après, c'est là où une scie à format d'atelier, stationnaire, là, prend son avantage. Quoi. Ça m'est déjà arrivé de vouloir faire plus, mais du coup, quand je dois faire plus, c'est que je me dis que je dois être dans la longueur et finalement, je peux le faire avec autre chose. Ouais, ou à la scie sur rail, tout simplement. Donc voilà pour ça. Moi aussi, une scie dont je suis content, alors forcément, sauf l'insert que j'ai cassé, mais ça doit être une mauvaise utilisation, on va dire. Sinon, elle remplit bien son office. Elle n'est pas très bruyante, la lame s'arrête assez vite quand on l'éteint, donc ça veut dire qu'il y a un bon frein moteur.
Ça c'est pratique aussi, enfin la sortie, sachant que moi j'ai pas la MFT juste derrière, donc ça me sert parfois pour guider des longues pièces. Ouais, je sais pas si on voit bien du coup, mais... Donc ça d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur l'optimisation de son atelier, où c'est vraiment bien d'avoir voilà, un stand de travail central sur lequel vous avez votre poste de travail avec la scie qui permet derrière d'avancer sur la suite. Donc moi quand mon bois il avance de la scie, il se retrouve directement ici, généralement prêt pour être poncé. Bon, on va quand même vous faire une petite démo hein, quand même pour montrer la lame. Donc ici on n'est pas sur la lame de base, on est sur la lame CMT, je vous mettrai la référence dans la description, qui a beaucoup plus de dents et qui permet de faire une finition beaucoup plus fine. Donc regardez ici, je vais prendre une planche de mélaminé volontairement qui a été coupée de manière dégueulasse par je ne sais plus quel homme, de toute façon ça vient pas de chez moi. Et puis on va pouvoir maintenant faire ça ici avec la scie. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, la coupe est vraiment au niveau du dessus, vraiment superbe. On va dire qu'il y a zéro éclat. Donc vraiment 2-3 micros éclats à la fin. Enfin, si on compare, on va dire, voilà, une coupe comme ça versus la coupe qui a été faite à la scie, c'est quand même plutôt propre. Et si on retourne, voilà, on a quelques éclats en dessous. Mais ça, on a quelques éclats, pourquoi? Parce que ici, on est ouvert. Donc déjà, une bonne solution qui peut être faite, d'ailleurs, on peut peut-être faire le test ici en live. C'est que je vais descendre la lame. Donc pour éviter d'avoir les éclats en dessous, normalement, soit on se fait un insert 0, donc c'est vraiment une plaquette en bois équivalent à cette pièce-là qu'on vient percer une fois avec la lame, qui nous permet vraiment d'être à ras de la lame, ou on peut utiliser cette petite combine qui est de mettre le scotch. Donc pour le coup, je vais la tester en live, parce que j'ai vu ça dans pas mal de vidéos, et on va retester. Donc on a vu tout à l'heure, on a fait la coupe, on se rend compte qu'on a ici quelques éclats, et on va refaire exactement cette même coupe ici. Donc on va démarrer, du coup je vais rapprocher un petit peu ça, on va démarrer la lame et je vais remonter la lame naturellement pour venir casser le scotch. Bon alors là on vous a fait du live, hein. Donc vous avez vu, j'avais pas prévu un coup, c'est que finalement en remontant le scotch, il y a mon couteau diviseur qui s'est pris dedans, donc j'aurais dû m'arrêter bien avant. On peut voir ici, Olive d'ailleurs, tu vas voir ici que la lame est vraiment juste sortie de chaque côté du scotch. Et on va pouvoir voir ici, donc ça c'était avant sans scotch, et maintenant avec scotch. Donc sur la face du dessous. Donc on voit quand même énormément la différence entre le fait d'être finalement quasiment à ras de lame au niveau de l'insert ou l'insert de base. Donc c'est vraiment là très important, si vous voulez des coupes propres, aussi bien au-dessus qu'en dessous, de se faire ces fameux inserts. Alors l'idéalement c'est de se refaire un truc en bois qui va bien. Après voilà, il y a cette méthode du scotch, vous pouvez le faire, mais évitez comme moi de... Enfin en tout cas prenez bien en compte le fait qu'il y a un couteau diviseur. Et puis voilà. Donc finalement, les Américains ils avaient raison Bruno. Alors, on espère que ce guide complet sur la Bosch GTS 10 XC vous aura plu. Donc voilà, encore une fois, un modèle d'apéro-outil un petit peu spécifique. On parle vraiment d'un outil en particulier qu'on décortique de A à Z. Bien sûr, mettez-nous dans les commentaires des idées de prochains apéro-outils, de mode guide complet sur des outils qui vous plairaient. Alors bien sûr, forcément, des outils qu'on possède tous les deux. Donc c'est des outils que vous avez dû voir dans les précédents apéro-outils. Vous pouvez regarder si vous voulez qu'on fasse un spécifique dessus. Voilà. Mais écoutez, on vous dit à bientôt. On remercie encore une fois tous ceux, et vous êtes nombreux, à commenter, à liker nos vidéos. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous donne vraiment envie de continuer tous les mois. Hein. Olive prend du plaisir à revenir tous les mois quand on voit tous les bons commentaires qu'on a sur le sujet. Mettez aussi en commentaire, n'hésitez pas, tous les compléments d'informations sur des choses qu'on aurait pu dire qui ne sont pas bonnes, hein, ça arrive, ou simplement des informations supplémentaires. On est preneurs et je pense que tous les gens qui liront les commentaires seront preneurs également. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain. Allez, ciao. Salut. Bon je suis désolé, hein, ce soir je suis tout seul parce que Olive a eu un petit accident.